Sur notre téléphone, on est tombé sur un petit reportage qui parlait d'une région un peu éloignée du Maroc, dans les montagnes en fait, du Moyen Atlas, et où vraiment il y avait ce froid hivernal qui dérangeait la population. Il y avait des températures qui étaient à -4, -5 degrés. On retrouvait des enfants, en fait, si tu veux, sur la vidéo, qui marchaient pieds nus dans la neige. Donc on a décidé donc, pendant ce voyage de faire un détour dans ce village en fait, excentré de Marrakech, qui se situe à plus de 400 km de Marrakech. Et quand on s'est rendu là-bas, on a vraiment pu constater par nous-mêmes cette misère. Le projet s'est créé d'abord, comme il a dit, c'était un côté familial, c'est-à-dire on allait voir nos proches, nos amis pour qu'ils nous aident. Et ensuite ramener principalement des chaussures de randonnée aux enfants et distribuer à l'école les chaussures de randonnée. Et petit à petit, on a vu qu'il y avait un engouement derrière ce projet et on a décidé de créer l'association Sourire d'Enfants. Donc c'est venu de cette idée et on s'est dit, bon, vu que le premier projet a marché, pourquoi ne pas continuer vers cette lancée et offrir ou créer. Donc le premier projet, le projet d'aider un village dans le Moyen Atlas au Maroc. Le deuxième projet, c'est de financer des puits au Togo. Donc premièrement pour le Maroc, comme il a expliqué, ça vient d'une volonté d'aider, tout simplement. On n'avait ni une association, ni aucun truc en tête. On voulait juste aider le petit village. Donc on a collecté des vêtements et on a collecté de l'argent aussi pour acheter des chaussures de randonnée pour les enfants qui marchent des fois des 3-4 km pour aller à l'école sous la neige. Et donc voilà. Donc la première phase, on s'est rendu là-bas au village. On a constaté les besoins, donc principalement voilà, c'était des vêtements d'hiver. On a aussi visité une famille qui avait 8 enfants, 8 ou 9 8 enfants, plusieurs familles. 8 enfants, et qui n'avaient pas d'électricité, le papa était malade, les enfants allaient à l'école, mais le soir, ils ne pouvaient pas réviser parce qu'il n'y avait pas de lumière, donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc eux, on leur a promis de financer l'électricité chez eux. C'est ce qu'on a réussi à faire. Ensuite, on est allé... donc une fois qu'on est revenu en France, on a collecté tout ce qu'il fallait collecter, c'est-à-dire des vêtements. On a eu 2,5 tonnes de vêtements. Ouais, quasiment 3 tonnes de vêtements. Quasiment 3 tonnes de vêtements qu'on a envoyés par différents moyens. On a envoyé grâce à des transporteurs, mais aussi on a envoyé, on a fait le trajet nous-mêmes avec un camion. Donc on a rencontré des difficultés au niveau de la douane au Maroc pour faire passer la marchandise. Bon, tu sais très bien comment ça se passe. Hein, voilà, ils ne te laissent pas passer comme ça avec. Il y avait moins d'un c'est camion. quoi les plus grosses difficultés que vous avez Voilà, il y avait une tonne de vêtements, et du coup, pour les autorités marocaines, nous on leur disait que c'était pour donner, pour faire un don, mais eux, bon, ils n'avaient pas de certitude, donc du coup ils pensaient que c'était pour revendre ou je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup, il fallait faire des démarches et administratives, tout ça pour D'où l'idée aussi de commencer à se dire et à réfléchir sur la question d'ouvrir une association. Voilà, suite à ça, on s'est dit on va faire les choses dans les règles. On a ouvert une association, un compte bancaire. Là, on est en train de faire un site internet. Voilà. Donc ensuite, dès qu'on a acheminé tous les vêtements au Maroc, les vêtements étaient triés directement là-bas et ensuite on a fait la distribution directement à l'école. Donc déjà en amont, nous on avait déjà pris les pointures des enfants pour leur donner leur pointure, et il y avait aussi les familles qui venaient avec des enfants non scolarisés pour leur distribuer aussi des vêtements d'hiver ou même d'été. Premièrement, donc, la première fois dès qu'on s'est rendu sur place, on a rencontré donc,
le chef du village, plusieurs personnes donc, qui représentaient un peu toutes les familles. Et quand on leur a demandé leur principal besoin, essentiellement, ils nous ont vraiment orientés sur les vêtements. Ils voulaient vraiment des vêtements, des chaussures, parce que là-bas, c'était vraiment, il faut vraiment le rappeler, c'est un froid hivernal qu'on rencontre rarement dans les régions de France. Il fait vraiment très très froid là-bas, c'est vraiment les montagnes. Donc c'était vraiment un besoin au niveau des vêtements. Donc nous, on leur a promis qu'on allait revenir donc de base avec Mousse. On s'était vraiment dit on allait pas partir comme ça, il fallait vraiment leur promettre quelque chose. Donc nous, ce qu'on a fait, vu qu'on voulait vraiment se baser sur les enfants, on a rencontré le directeur de l'école. En fait, là-bas, il y a 3 écoles. Et donc, il nous a fait en fait un listing. On a pu constater qu'il y avait plus de 400 élèves. Donc, en amont, avant de partir, il nous a fait donc, la liste détaillée de tous les enfants, avec leur sexe féminin, masculin, avec les pointures détaillées de tous ces enfants. Et c'est avec cette liste, donc on leur a promis qu'on allait acheter donc, plus de 400 paires de chaussures neuves et qu'on allait leur ramener. Donc dès qu'on est rentré sur France, on s'est tout de suite mis sur le travail. Donc le Snap, sourire d'enfant. Au-delà de ça, ce qu'on a fait, donc on est parti voir plusieurs enseignes et on a acheté donc on a commencé à acheter ces chaussures de randonnée. Donc on a acheté plus de 400 paires de chaussures de randonnée. Comme il a dit mon ami Mousse, on a aussi collecté un peu de partout dans la France des points de collecte pour justement regrouper les vêtements. Il y a des envois qui sont faits de ces villes. D'autres ont été acheminés à Marseille, qui sont partis, comme il a dit, avec des transporteurs. Et la plus grosse partie aussi, on a fait le chemin directement en camion. Donc après, pour vous dire les impressions, vraiment, ils étaient plus que ravis. Encore à l'heure d'aujourd'hui, plusieurs mois après, ils nous appellent pour nous remercier. Et nous avons régulièrement aussi des photos de leurs enfants qui ont le sourire grand aux lèvres. Avec leurs nouvelles chaussures, ils pourront marcher. Et fini les claquettes et les sandales déchirées avec pour faire 5-6 km pour aller à l'école, c'est pas du tout évident. Donc maintenant, ils sont contents, ils vont pas tomber malades, ils vont se rendre à l'école. Et pour nous, voilà, c'est le soulagement absolu. Au niveau des soutiens, on a eu énormément de soutien. Donc nous, pour la collecte d'argent, on est passé par une cagnotte. Donc les gens, ils donnaient ce qu'ils avaient à donner. Parfois, ils donnaient 1 euro, c'était symbolique, mais ça nous motivait à continuer le combat. C'est-à-dire la personne, elle nous envoyait un message, elle dit ouais, j'ai rien à vous donner, je vous donne juste 1 euro symbolique. Mais déjà pour nous c'était énorme. Une personne, elle ne nous connaît pas, elle a vu notre projet sur Snapchat et elle nous aide d'1 euro. Mais c'est magnifique. Si tous les gens qui ont vu la vidéo donnaient juste 1 euro, c'est beau, c'est magnifique. Ça nous prouve que les gens ils nous soutiennent, ils sont derrière nous et ils ont la volonté d'aider des peuples au Maroc ou ailleurs. Donc pour nous c'était magnifique. Les gens ils nous envoyaient énormément de messages sur Snap. Ils nous disaient allez-y, continuez. Des fois il y avait des moments où voilà, on voulait pas arrêter, mais c'était un peu difficile, on rencontrait des difficultés et tout. Leur message ça nous a aidé à continuer et à franchir les étapes. C'est une force réelle. C'est une force réelle et notre entourage aussi, notre entourage nous a beaucoup aidé pour faire la collecte de vêtements. Parce que voilà, collecte de vêtements, il faut aller à droite à gauche récupérer des petits sacs où les gens venaient. Des fois, on n'était pas disponible, donc on envoyait nos proches, nos amis, des membres de l'association. Donc voilà, c'est une bonne aventure humaine aussi. On voit les personnes sur qui on peut compter, qu'il y a des gens qu'on côtoie peu, mais en fait qui ont vraiment le cœur sur la main. Donc ça, c'est magnifique. On reçoit énormément, et c'est ce qui nous fait vraiment beaucoup plaisir, des messages de la part d'enfants. Ils ont à peine 8, 9, 10 ans et voilà, on reçoit j'ai dû en recevoir, je les compte même plus, des messages en disant voilà, j'aimerais vraiment faire comme vous plus tard ou c'est ce que je vais faire plus tard. Et ça, c'est des messages, voilà, si vraiment on peut donner cet exemple à ces enfants qui, en grandissant, grandissent avec l'envie d'aider les personnes les plus démunies. Je veux dire la vérité, on est les plus heureux du monde et on encourage toutes les personnes de n'importe quel âge ou sexe ou peu importe à aider son prochain. Il n'y a que ça qui compte en fait. Tout le reste, c'est... Ça suscite vraiment des vocations auprès des plus jeunes, quoi. Voilà, énormément de messages de soutien de leur part, de personnes aussi qui sont passées par la misère et qui ont retrouvé une vie stable, qui nous ont dit voilà, j'ai côtoyé un peu la misère, je sais ce que c'est, voilà, j'ai pas beaucoup mais je vous donne ce que j'ai. Voilà, c'est des messages encore plus touchants que les autres, même si voilà, ils sont tous magiques et tous magnifiques. En tout cas, voilà, encore une fois, je remercie tous les donneurs et toutes les donatrices de leur soutien
de la force. Que ça soit... Physiquement, c'était compliqué, mentalement, c'était compliqué, mais quand vous avez par jour plus de 500 messages, les gars, allez-y, vous allez y réussir, ne serait-ce que par rapport à eux, on ne pouvait pas baisser les bras. Donc concrètement, le Togo, tout d'abord, c'est une volonté commune de financer des puits. Donc voilà, des puits. Et donc on était en contact avec une association qui travaille déjà avec le Togo. Et cette association elle finance des puits, mais elle fait autre chose aussi au Togo. Donc on a vu un peu ce qu'elle faisait. Et c'était une association très sérieuse. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas. On va aller avec eux au Togo et on va aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Et on a décidé de travailler avec eux et de financer. Au début, on était parti sur 6 puits. Mais l'engouement a fait que... 5, ensuite 6, C'est ça. et ensuite on a fini avec 14 puits. C'est pas beau? C'est magnifique. Donc les gens nous ont beaucoup donné, ils se sont beaucoup investis. Donc du coup, nous, on s'est dit, bah, go, on y va, et on est parti, il y a quoi? On est parti en novembre? Fin novembre? Novembre dernier, oui. Fin octobre. C'est ça. On est parti fin octobre pour montrer aux gens un peu le village qu'on allait aider. On avait déjà commencé à financer 5 puits là-bas. Donc on a montré un peu ce que c'était un puits. On a aussi montré ce que c'était un forage. On a montré aussi la difficulté qu'ils avaient à récupérer l'eau. Il y a des familles qui n'ont pas d'accès à l'eau immédiate, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils marchent des 2-3 km. Et c'est de l'eau de la rivière qui n'est pas saine pour le corps. Donc les enfants de ce village boivent de l'eau pas saine, du coup ils tombent malades et meurent. Potable. Ouais, de l'eau non potable. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de morts à la naissance. Donc nous on voulait les aider en finançant des puits et à réparer des forages. Tu nous envoies au Togo, dans un village reculé à 200 km de la capitale, de route en taxi brousse. C'est vrai que le choc il est un peu brutal. Les conditions de vie, du coup forcément nous quand on arrive dans un village, on s'adapte aux villageois. On ne va pas arriver comme ça avec des strass et paillettes. On s'adapte aux villageois, on vit comme eux, on se nourrit comme eux pour voir un peu la difficulté aussi de leur vie sur place. On fait les trajets comme eux, c'est-à-dire on est parti récupérer de l'eau. Donc on est parti, après on a pris la facilité, on est allé au forage. C'est plus compliqué, c'est plus simple. Et on a récupéré de l'eau, on a essayé de le mettre sur notre tête pour voir. Déjà c'était mort, impossible de mettre sur sa tête 40 litres d'eau. Donc on a pris à la main, c'était compliqué. On a marché pendant 2-3 km pour amener l'eau, pour se doucher avec. Donc là, c'est là où on voit c'est là où on voit la misère. C'est là où on voit les besoins des villageois. Et c'est magnifique, c'est de les aider, de leur apporter notre aide. Ça nous change. Ça nous change. Quand on revient ici, on est une autre personne. Des aventures humaines aussi, voilà, c'est vraiment des aventures humaines au-delà de l'humanitaire. Ce qu'on vit, c'est vraiment très très fort, que ce soit physiquement, émotionnellement. On prend vraiment des claques au cerveau. Et des fois, il en faut dans une vie, prendre des claques au cerveau, se remettre en question, comme il a dit Mousse, relativiser, sur notamment aussi le gaspillage. Je pense qu'on est tous touchés dans ce cas-là. On gaspille tous, que ce soit volontairement ou involontairement, mais on fait tous des courses à la maison, on se rend compte que en fait, c'est périmé, ben on jette. Croyez-moi, les Togolais, ils jettent rien du tout. Ils mangent même parfois des choses avariées ou périmées. Nous, vraiment, ça nous change dans nos conditions, voilà, dans la vie de tous les jours. On fait beaucoup plus attention à l'eau. Des fois, on a tendance, ne serait-ce que le matin, à se brosser les dents. Ben, on va laisser, personnellement, c'est ce que je faisais, je ne m'en cache pas. Je laissais des fois le robinet ouvert, je me brossais, après Voilà, c'est tous des petits gestes comme ça qui font que, en fait, avant d'ouvrir le robinet, on réfléchit à 2 fois. Et voilà, il faut continuer surtout à le transmettre, en fait. Le garder pour soi et le transmettre. Et voilà, et avancer dans ce sens-là. Et nous, on est agréablement surpris qu'ils nous font confiance. Et on ne les décevra jamais, déjà, ça c'est clair et net. On va essayer d'être transparent le plus possible. Et voilà. Et aussi, c'est très très important aussi à souligner. Nous, voilà, on est bénévole, entre guillemets, de l'association. On ne perçoit pas du tout de salaire. Il n'y a pas 1 euro qui va dans notre poche. On a tous les deux notre salaire, notre travail privé.
Donc on fait vraiment ça sur notre temps de repos. Voilà, il y en a qui vont jouer au foot, aller là. On essaye aussi d'avoir ces activités personnelles aussi. Mais voilà, sur notre grande partie de notre temps de repos, on est actif par rapport à l'association et on s'y retrouve. Voilà, il y en a qui aiment bien jouer au ballon. Ben, nous, on aime bien mettre la main sur le cœur pour l'association et la mettre en avant et la grandir de plus en plus. C'est ça qui est beau dans ce projet, c'est que plusieurs personnes sont greffées au projet, que ce soit des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ils ont tout de suite adhéré à nos projets et dès qu'ils avaient du temps libre, ils sont venus nous aider, que ce soit pour le Maroc ou le Togo, que ce soit, je parle de Fadela par exemple, elle s'est dévouée pour nous créer le site internet, donc on la remercie chaleureusement. Mais il y en a eu d'autres avant elle et il y en aura d'autres après elle. Donc c'est ça aussi qui fait la bonté de cette association, c'est que les gens ils sont libres de venir nous aider. Dès qu'ils ont le temps, dès qu'ils n'ont pas le temps, ben, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y a énormément de personnes qui sont même connues à l'international, qui nous ont aidés, qui nous ont partagé sur leur story au niveau de Snapchat. Et ça nous a vraiment aidé au niveau de l'association, ça nous a mis en avant. Honnêtement, je ne vais pas les citer, j'aurais trop peur d'en oublier, mais toutes ces personnalités, on peut les retrouver sur le Instagram de l'association. Ils ont fait des petites vidéos dédicaces, ils nous ont mis en avant avec des messages personnels qu'ils nous envoyaient en nous disant « Les gars, continuez, nous on sera derrière vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous on est là ». Donc voilà, j'invite vraiment toutes les personnes qui voient cette vidéo à aller sur le Instagram de l'association, sourire.d'enfant, et à rencontrer toutes ces personnalités qui nous ont aidés. Donc, comme l'a dit Nabil tout à l'heure, le site internet c'est vraiment une vitrine de tous nos projets et de tous les coordonnées, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a voulu faire. Donc vraiment, dès qu'on veut connaître l'association, le site internet il est là pour transmettre toutes les informations sur l'association et aussi c'est un bon moyen de communication. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on vit dans un monde où le multimédia est important. Les gens, s'ils veulent connaître une société, une association, un club de foot, n'importe, tout le monde a son site internet. Nous, vraiment, c'est en fait, c'est le lien qui nous unit avec les personnes qui nous soutiennent. Voilà, le site internet, c'est une plateforme, c'est une vitrine. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est un moyen de communication. Voilà, on a pour habitude, dès lors qu'on finit un projet, de mettre une vidéo en ligne. Et on a voulu vraiment, si voilà, une personne nous rencontre 2 ans après notre existence, qu'elle ait un support sur lequel en fait où elle pourra retrouver toutes les vidéos des différents projets qu'on aura pu faire avant. Donc c'est un bon moyen aussi pour une personne qui nous découvre, je dis n'importe quoi, en 2022. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que Sourire d'enfant? Ben voilà, en cliquant sur le site internet, donc souriredenfant.com, elle va retrouver les différentes vidéos et d'où donc les différents projets qu'on a pu réaliser et ainsi donc voir un peu ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait. Exactement, tu fais bien de le souligner. Nous, avant d'aller dans ces régions-là, on a déjà prévu le topo, mais entre ce qu'on a prévu et ce qu'on fait, c'est totalement différent. Parce qu'il y a toujours des imprévus, des choses voilà, qui arrivent. Du coup, par exemple, pour aller au Togo, dès qu'on arrive dans le village, il faut savoir qu'il y a 3 villages. C'est un canton, il y a 3 villages et il faut visiter tous les chefs de village. Se présenter, c'est la coutume. Et même tu peux apporter ce que tu veux, les coutumes elles sont là, elles y restent et tu peux pas faire sans. Donc nous on est parti voir chaque chef du village, on s'est réunis autour d'un arbre, autour d'un verre d'eau, d'une bassine d'eau, c'est des traditions. Donc voilà, on s'y plie, on se présente, on parle de nos projets, on essaye de voir comment on peut faire, où situer les puits. Voilà, ça on ne pouvait pas le faire en amont. En France on ne peut pas le faire. Voilà, on est obligé d'aller sur place pour s'organiser, pour finaliser le projet avec eux. Donc le projet, il ne se fait pas qu'en France, il se fait aussi là-bas. On n'arrive pas pour creuser des puits et partir. Non, il se fait, on construit quelque chose, un projet, il y a un lien qui se crée
il y a une continuité après les pluies. On ne va pas laisser des pluies et repartir. Voilà, il y a un entretien aussi, il y a une responsabilité à donner aux personnes sur place. Donc voilà, tout ça, c'est un travail en amont, c'est un long projet. Et pour l'organisation, on a rencontré des difficultés parce que des fois on allait quelque part, mais on n'était pas équipé comme il fallait parce que tu vas dans des régions où tu as des moustiques assez dangereuses, donc il faut t'équiper en moustiquaire, t'équiper en produits contre les moustiques. Bref, les vaccins et tout. Les vaccins, ça va, on est obligé de les faire de toute façon, sinon on ne valide pas le visa. Mais il y a plusieurs trucs à faire avant d'y aller. Il y a là-bas sur place l'organisation. On essaie de s'organiser au mieux, mais on n'est pas à 100% de l'organisation. Après, on s'améliore de projet en projet. On essaye de construire une feuille de route pour que dès qu'on arrive sur place, on sait ce qu'on va faire, on sait où on va aller. Mais voilà, il y a toujours des imprévus qui font que voilà, on change nos trucs. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que des fois on change notre feuille de route et on tombe sur des imprévus qui nous montrent la réalité du terrain. Et on a décidé ça avec les personnes qui habitent localement sur place, de faire en fait des journées, ça va même durer sur 3 semaines, de mobilisation et de formation par rapport à l'importance de l'eau, comment utiliser un forage, comment utiliser un puits, parce qu'ils avaient tendance à, par exemple, laisser la corde qui descend dans le puits, des fois elle traînait sur la terre, du coup quand il l'a envoyée dans le puits, l'eau était du coup sale à cause des impuretés qui étaient sur la corde. Il y avait plein de petites choses comme ça en fait, dont ils n'avaient pas l'habitude. Donc on a vraiment créé sur place des petites formations qui durent 3 semaines, pour vraiment sensibiliser toutes les personnes au niveau de l'eau, l'importance, comment la garder propre tout simplement et comment l'utiliser sainement. Et voilà, on garde ça dans le temps. Au niveau aussi de l'entretien, il peut arriver que parce qu'il fait froid, parce qu'il a fait une tempête ou peu importe, que la poulie se détériore, que le seau disparaît, que le cordage disparaît. Et pour éviter justement qu'ils utilisent des choses des systèmes D quoi, et qu'ils fassent n'importe quoi avec les puits. Donc on va garder cette relation et cette continuité avec eux. Voilà, si maintenant, demain, il manque quelque chose, on sera toujours là sur le plan financier pour les laisser perdurer, ou en tout cas tant qu'on sera vivant, à part si nos enfants ils prennent la relève de sourire d'enfant, eh bien, ces différents puits en fait intacts et dans un bon fonctionnement. C'est aussi ça, sourire d'enfant, c'est vraiment beaucoup de sérieux, on a beaucoup de rigueur aussi. On ne va pas faire un puits, partir pour dire on a fait un puits, c'est faire un puits, le garder propre le plus longtemps possible. Des petits polos sympathiques pour montrer qui on est, voilà, c'était assez sympa. Et de là, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour avoir un polo, est-ce que c'est possible d'en avoir un? Et donc, de cette idée, on s'est dit, pourquoi pas en produire des t-shirts, des casquettes et les revendre et que ça rapporte un plus pour l'association. Donc voilà, c'est parti de cette idée. Très important aussi, parce qu'il y a aussi un projet qui va naître, je pense, très, très prochainement aussi, par rapport à l'envoi de conteneurs qui seront remplis en fait de Marseille et acheminés jusqu'à Djibouti. Et c'est Yacine notamment qui se chargera de les récupérer. Ah, c'est la porte. J'ai pas une tête à casquette. Voilà. Ça te fait bien? Beau gosse. Donc il y a 3 couleurs différentes. Et au niveau des t-shirts, il y a aussi 3 couleurs Il faut différentes. préciser que ça se porte à l'envers et à l'endroit aussi, très important. Donc au niveau des t-shirts, il y a couleur noire, blanche et Il y a une gris kaki. un gris kaki, comme cette couleur. Donc voilà, 10 €, que ce soit la casquette ou le t-shirt. Donc si vous prenez 3 t-shirts, ça fait 30 € quand même. Il n'y a pas de réduction. Donc voilà, ça aide l'association, ça nous fait plaisir. Dès que vous avez la casquette ou le t-shirt, vous nous envoyez une petite photo. Nous, on publie sur Snap, ça nous fait plaisir. Voilà. Et vous nous mettez la localisation aussi pour montrer que les gens qui nous suivent, ils sont partout en France et dans le monde. C'est vrai. Ce qui est exact. Parce qu'il y a beaucoup de... Nous, en fait, on est agréablement surpris quand on voit la localisation des snappers et snappeuses qui nous suivent.
Il y a vraiment, bon, la France, j'arrive même pas à zoomer tellement qu'il y a du monde, c'est vraiment énorme. Voilà, on est vraiment, au début, voilà, quand on a ouvert le Snapchat, on était, je crois, 50 ou 60, c'était vraiment que les proches. Et quand voilà, toutes ces personnalités nous ont mis en avant, je crois, on a des milliers de personnes maintenant qui nous suivent. Et on en retrouve beaucoup au niveau du Maghreb. Il y en a même en Asie, il y en a même en Chine, pour vous dire que quand on voit les localisations, on est ravis, on est surpris. Et voilà, vraiment de partout dans le monde, ça nous envoie des messages, ça nous suit. Et voilà, nous on est contents parce que voilà, ça, je ne vous cache pas que s'il n'y aurait pas eu tout cet engouement, peut-être que Sourire d'enfant n'aurait jamais vu le jour. Nous, voilà, c'est la force que les gens nous ont mis derrière nous, ben, ça nous a poussé à faire tout ça. Et voilà, nous on ne va pas s'arrêter. Est-ce que tu as prévu d'ouvrir une autre association? Sourire des adultes. Sourire d'adultes, je ne sais pas. Il en faudrait peut-être. Sourire d'adultes, mais il y a beaucoup d'enfants et d'adultes. Non, il y a du travail encore à faire et on compte sur tout le monde pour nous aider et nous on va pas s'arrêter.